En quoi l'espace est-il une composante à part entière de la stratégie? Espace et territoire, c'est l'entrée numéro 40 de l'encyclopédie de la stratégie. Denis Chabot, Université Paris-Sud, Bertrand Sergaud, Université Paris-Sud. Vous êtes les co-auteurs avec Élodie Loubarès, Université Paris-Sud, et Anne-Laure Sèvres, UQAM, de cette entrée, espace et territoire. Alors, la place de l'espace dans la stratégie. En premier lieu, on peut envisager l'espace, la relation entre l'espace et la stratégie, Oui. en parlant de l'espace comme le territoire d'action de la stratégie et du stratège, Oui. et en faisant référence aux nombreuses métaphores spatiales que compte la pensée en stratégie. Notamment, je pense aux métaphores du positionnement et de la position, qui renvoient à une certaine vision de la relation espace-stratégie, qui est plutôt, on va dire, statique, un peu défensive, adaptative, où l'espace serait un petit peu extérieur au stratège et à la stratégie, et au-delà de, quelque part, sa volonté. Et donc, c'est une première manière d'envisager cette relation. La deuxième manière de l'envisager, cette relation entre espace et stratégie, c'est de l'axer plus sur le mouvement, sur les actions, et donc de parler plus du territoire de l'action que du territoire d'action, et donc de la replacer, cette relation espace et stratégie, dans une relation plus dynamique, mais aussi plus interactive, où finalement l'espace ne serait pas complètement extérieur au stratège, mais il pourrait agir sur cet espace et le façonner de manière un peu plus proactive, même si bien sûr il y a des limites. Bien sûr. L'espace peut également aussi être considéré comme une sorte de boîte à outils finalement pour le stratège. Une boîte à outils dans laquelle le stratège, le chef d'entreprise peut venir finalement piocher ou puiser un certain nombre de stratégies potentielles, un certain nombre d'outils. On peut penser par exemple au mouvement de localisation, délocalisation, relocalisation. Oui, On peut penser également au cluster au sein desquels la mythique Silicon Valley fait partie des références mondiales. Plus proche de nous, les pôles de compétitivité, par exemple, qui sont de vraies stratégies spatiales mises en œuvre par les entreprises. Et donc les entreprises peuvent effectivement puiser dans un certain nombre d'outils, d'outils spatiaux de la stratégie pour mettre en œuvre leur stratégie effective. Denis Chabot, ça veut dire que l'espace, c'est un élément quasi naturel de la stratégie, ça Alors, il nous semble effectivement que l'espace est un élément assez naturel de la stratégie. L'espace, finalement, il est là, il est autour de nous, il nous entoure, il entoure les entreprises, il les rapproche, il les éloigne. La difficulté est que finalement cet espace est presque tellement là qu'on a arrêté de le penser. On a arrêté d'en prendre conscience. Or, il est selon nous important d'avoir une approche un peu réflexive sur cet espace pour justement prendre conscience et activer un certain nombre de leviers stratégiques, mettre en œuvre des stratégies actives et proactives pour les entreprises. Cet espace, comme le disait Bertrand, il est effectivement il est construit cet espace. Il est construit à partir des représentations individuelles, mais aussi à travers des représentations qui vont être collectives. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de cette notion d'espace et de territoire. Étant donné qu'il y a des représentations individuelles et collectives, elles sont presque indéfinies. Oui, bien sûr. Et tout à fait multiples, ces représentations. C'est ce qui fait vraiment la richesse de ce concept et l'hétérogénéité potentielle des outils et des démarches stratégiques spatiales. D'accord. Bertrand Sergaud, c'est ça. Oui. Pourquoi on l'a insuffisamment pensé, cet espace, comme élément naturel? Je prolongerai un peu les réflexions de Denis, avec lesquelles je suis tout à fait en accord, en posant la question finalement, est-ce qu'on ne devrait pas penser l'espace en stratégie d'abord au travers du vocabulaire qui est employé. Oui. J'en parlais précédemment pour les notions de position ou les métaphores spatiales de position et de positionnement, mais on pourrait l'étendre plus largement et se dire que chacun des termes spatiaux qu'on va employer ou à connotation spatiale qu'on va employer en stratégie vont renvoyer à des visions et des représentations particulières sur lesquelles il faut, selon nous, s'interroger. Par exemple, distinguer des termes ou des notions qui vont avoir tendance à insister sur ce qui relie dans l'espace, quand on parle de réseau, quand on parle de mobilité, et à l'inverse, d'autres termes qui vont avoir tendance à renvoyer plutôt à ce qui sépare. Quand on parle de territoire, on va avoir quand même une distinction. Voilà. Oui. Et quand on utilise, bien sûr, évidemment, la notion de frontière, là, on est clairement dans une représentation, une vision qui met l'accent sur ce qui sépare. Au-delà de ça, et en relation avec ces questions de vocabulaire, se dire que finalement, le vocabulaire et les mots utilisés, les mots spatiaux utilisés dans le discours de la stratégie,
c'est aussi ceux qui vont guider et façonner l'action du stratège, du chef d'entreprise, mais également qui vont permettre ou faciliter l'engagement dans l'action de ceux qui vont mettre en œuvre la stratégie. Donc par exemple, l'ensemble des salariés d'une entreprise. Et donc c'est là où on revient aux questions de représentation multiple. Bien évidemment, on va se trouver, notamment plus l'entreprise est grande, va avoir des activités dispersées, des salariés dispersés, plus on aura une tendance à un risque d'avoir des écarts entre les représentations qu'ont les dirigeants de l'entreprise, ceux qui décident de la stratégie, et puis ceux qui la font sur le terrain, entre guillemets, au quotidien, l'ensemble des salariés, qui vont avoir, eux, leur représentation propre, qui sont aussi issus des environnements sociaux dans lesquels ils évoluent au quotidien, et qui peuvent créer des disparités, des disjonctions, des représentations qui ne seront pas les mêmes quand on interrogera par exemple un chef d'entreprise et qu'on interrogera un salarié. Je pense au terme de délocalisation auquel Denis a fait allusion. Le terme de délocalisation, en France, il renvoie dans la sphère publique à un certain nombre de débats publics qui sont déjà anciens en France, mais qui sont très franco-français, avec une connotation qui est plutôt négative, qui n'est pas forcément très, très positive en termes d'emploi. Et donc, bien évidemment, si un dirigeant d'entreprise utilise le terme de délocalisation vis-à-vis de ses salariés français, ça ne sera pas forcément interprété de manière très, très positive et ça ne va pas faciliter leur engagement dans l'action. À l'inverse, peut-être que ça facilitera l'engagement dans l'action des salariés de pays qui jugent qu'ils sont plutôt dans une position favorable par rapport à ce type de mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on note aussi en France qu'on emploie parfois, notamment je pense à tout ce qui est dans le secteur, les dirigeants des entreprises du secteur de technologie de l'information, notamment des SS2I, qui parlent d'offshoring, c'est-à-dire sans traduire le terme. Et ce terme a été doté d'une connotation, on va dire, plus neutre, plus technique. On a le terme d'offshoring, on a le nearshoring, on a le rightshoring. Et donc, quelque part, c'est un peu devenu un terme de jargon gestionnaire de ce domaine d'activité et qui est un peu épuré dans des débats publics et des connotations négatives. Donc voilà l'importance de ces termes et des représentations auxquelles ils renvoient. À la conquête de l'espace, ça veut dire qu'il faut repenser la place de l'homme ? Alors effectivement, l'intérêt aussi de penser espace et stratégie, c'est un intérêt un peu quelque part un peu humaniste. En se posant la question de savoir finalement quelle est la place de l'homme dans la stratégie et en quoi est-ce que l'espace peut rapprocher les individus entre eux dans la stratégie et dans le fonctionnement plus quotidien des organisations et des entreprises. Il me semble qu'effectivement une perspective spatiale de la stratégie permet justement ce rapprochement. En tout cas, permet d'avoir une perspective un petit peu plus humaniste, permet de s'interroger sur un certain nombre de problématiques, de questionnements qui sont d'actualité autour, par exemple, des délocalisations, on vient de l'évoquer, autour, par exemple, aussi des pratiques de télétravail mis en œuvre par certains salariés, autour des pratiques des problématiques plutôt d'attachement à des territoires. Bref, finalement, tout un certain nombre de pratiques, finalement, qui nécessitent d'être interrogées, réinterrogées, pour voir dans quelle mesure est-ce que ces pratiques elles peuvent rapprocher les individus entre eux. Donc, quelque part, effectivement, une perspective un petit peu humaniste quand on essaie de faire le lien entre l'espace et la stratégie. Bertrand Sérago, après la conquête du futur, j'évoquais la conquête de l'espace et la place de l'homme en conclusion de cette entrée. Pour compléter ce que vient de dire Denis, pour moi, une vision humaniste en stratégie elle doit repartir du fait que la stratégie, c'est une affaire d'hommes, au sens d'êtres humains. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est d'abord des individus qui sont situés, localisés dans l'espace au moment où ils prennent des décisions, au moment où ils mettent en œuvre des pratiques stratégiques, au moment où ils donnent vie à une stratégie au quotidien. Et il me semble que c'est de ce point de vue qu'on doit aussi réfléchir la perspective humaniste en stratégie et en relation avec l'espace. Je pense particulièrement, Denis a mis en avant ce qui devait relier, en quoi l'espace pouvait relier en relation avec la stratégie. Moi, je mettrais aussi en avant des tendances qui ont plutôt séparé, notamment dans les collectifs organisationnels, les individus sur cette base de l'espace, et notamment les tendances à la financiarisation de la stratégie.
où on utilise finalement beaucoup d'indicateurs chiffrés qui finissent par rendre les êtres humains, les salariés de l'entreprise, abstraits quelque part. Enfin, ils sont là, mais ils sont regroupés, ils sont réduits à des chiffres auxquels on ne donne jamais corps parce qu'on ne va pas forcément aller rencontrer les salariés physiquement. Et je pense que la rencontre physique est quelque chose d'important pour effectivement avoir un aspect humain, donner un aspect humain à la stratégie. Et donc la financiarisation, c'est aussi une mise à distance entre ceux qui font la stratégie et quelque part ceux qui sont en charge de sa mise en œuvre sur le terrain. Une mise en distance qui est à la fois physique, on a dit pas de rencontre physique, mais aussi psychologique au travers des valeurs, des normes auxquelles elle renvoie et qu'elle participe à construire, puisque quand on utilise encore une fois des chiffres, c'est vrai que c'est une abstraction, on désincarne le management de l'entreprise et le management stratégique en particulier. Et donc se poser la question, peut-être en deux images contrastées, se dire que par exemple quand on réfléchit à un fonds d'investissement qui va acquérir une entreprise et puis décider de la restructurer et de faire un plan de sauvegarde de l'emploi ou donc de réduire les effectifs, sans que les gestionnaires du fonds ne soient jamais venus sur place, n'aient jamais rencontré physiquement les salariés, même ceux qui sont leur relais localement, l'encadrement local. Et donc eux, ils sont vraiment dans une logique où quelque part, ils ne ressentiront pas, ou en tout cas de manière très très détachée, les effets humains que peut avoir cette réduction d'effectifs. Que quand on pense au patron d'une PME, où on parlait tout à l'heure des entreprises de taille intermédiaire, je pense à Fleury-Michon par exemple, qui sont des entreprises qui sont relativement compactes d'un point de vue géographique et dans lesquelles les dirigeants d'entreprise ont une relation directe, régulière avec les salariés, même les salariés qui sont plutôt on va dire de la base opérationnelle. Et donc, quand ils font une réduction d'effectifs, quelque part, ils peuvent, eux, le ressentir comme un déchirement. Se dire, mais c'est des personnes que je connais, que j'ai déjà rencontrées, que je vais... du coup, avoir une perspective différente. Et donc, je pense que réintroduire l'espace, ça permet aussi de voir, quelque part, que la stratégie, c'est aussi une affaire de sensibilité ou de sensation. Là, j'entends par sensation l'utilisation des 5 sens, faire une stratégie sensible, en ce sens-là. Voilà. Une rationalité financière peut être insensible parfois, une raison stratégique qui ne peut pas se permettre de l'être. C'est ça le message clé de cette entrée espace et territoire. Il faut se ressaisir de ces questions. Exactement. Tout à fait. Parfait. Eh bien, Denis Chabot, Bertrand Sergaud, l'entrée numéro 40, espace et territoire, coécrite avec Anne Lorcef de l'UQAM et Élodie Loubarès de l'Université Paris-Sud. Merci de votre venue. Merci beaucoup, Jean-Philippe.